Bien, bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Bouys, un peu le régional de l'étape. Bonjour Franck Bouys, régional puisque vous êtes né à Brive en Corrèze. On vous doit une quinzaine de romans, dont la trilogie H, publiée entre 2008 et 2012 aux Ardents Éditeurs, maison d'édition installée à Limoges. Également Noir Porcelaine chez Geste Noir, Grossir le ciel, prix SNCF du Polar, entre autres, publié à la Manufacture de Livres, chez qui vous avez aussi publié Glaise, Plateau et Né d'aucune femme. Et puis en septembre dernier, votre dernier roman, Buveur de vent, chez Albin Michel, aujourd'hui vendu à plus de 80 000 ou 85 000 exemplaires, déjà, c'est ça à peu près? Oui, par là, oui. Donc un très très bon score, couronné de nombreux prix, dont le prix Giono, et en lice pour le prix Inter qui sera décerné le 7 juin prochain. Avant d'en parler, d'évoquer un peu votre carrière, on est à la BFM de Limoges, à la bibliothèque francophone multimédia. Quels sont vos premiers souvenirs de lecture, de lecteur? Comment vous êtes arrivé à la lecture? En écumant justement les bibliothèques. On ne parlait pas de médiathèque à l'époque. Mais c'est vraiment comme ça. Moi, je me suis fait une culture d'autodidacte. Et donc, j'écumais, je piochais un peu tout ce qui me semblait intéressant. Et je pouvais aussi bien aller vers la bande dessinée que vers le roman noir, la blanche, la poésie. Voilà, j'avais une espèce de boulimie dès l'adolescence. Ça a commencé très jeune, les L'adolescence, vraiment. Ouais, vraiment l'adolescence. Ça commence avec les feuilletonistes du 19e siècle, vraiment, où là, je découvre un pan de la littérature qui me fait dire « c'est ça que je veux faire un jour ». Voilà. Je découvre Hugo, je découvre Dumas, je découvre Verne, Stevenson, Dickens, etc. Et aussi, j'ai cru lire aussi que c'était aussi vos parents qui vous emmenaient à la lecture, notamment quand vous étiez malade, par exemple, quand vous aviez la grippe. Vous lisiez beaucoup. C'est plutôt ma grand-mère qui m'avait acheté 4 bouquins lors d'une grippe mémorable, effectivement. Et par chance, elle avait tapé juste, elle avait visé juste. Il y avait l'Odyssée, il y avait l'Énéide, il y avait Moby Dick, il y avait l'île au trésor, et les enfants du capitaine Grant. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les lectures, les auteurs que vous lisez, qui vous inspirent? Je lis moins de romans et j'essaie de... forcément, quand on lit beaucoup, moi je lis tous les jours. Hein. C'est la première chose que je fais en me levant. Et donc, j'essaie comme ça... Les libraires me font découvrir comme ça évidemment, moi j'ai plein de lacunes. Et en ce moment, par exemple, je découvre les Sud-Américains, beaucoup. Donc, j'ai découvert des gens comme Juan José Saer, Guimarães, Roi Bastos, etc., des écrivains extraordinaires qui sont trop peu lus. Et par chance, il y a des petites maisons d'édition aujourd'hui qui font redécouvrir ces œuvres-là. C'est assez fascinant. Mais je suis très très curieux. Mais oui, on devient plus exigeant en termes de romans. Ce qui fait qu'à un moment donné aussi, j'en lis peut-être moins. Je lis plus de poésie. Je lis, voilà, j'ai pas d'a priori, j'ai pas d'a priori de genre ou quoi que ce soit. Je lis beaucoup de choses. Et est-ce que justement la période qu'on a vécue depuis maintenant un an, comment vous l'avez vécue? Est-ce que vous avez plus lu? On dit que les Français ont beaucoup plus lu, ont eu aussi envie de plus écrire. Comment vous avez vécu cette période? J'ai aucunement changé mes habitudes en fait, c'est-à-dire que c'est toujours le même rituel de lecture, d'écriture. Par chance, je suis moins soumis que d'autres à cette période, en vivant à la campagne, donc c'est un confort, effectivement. Le seul côté, le seul point un peu moins positif, c'est évidemment l'absence de rencontres avec les lecteurs pendant pas mal de temps. Mais on a cette chance-là de pouvoir déployer des univers par l'imagination, ce qui fait que finalement on n'est jamais démuni. J'ai toujours été armé pour faire face à ces périodes de solitude, il n'y a pas de problème. Alors Buveur de vent, je le disais, a reçu le prix Giono, il est en lice pour le prix Inter le 7 juin. Vous avez été souvent primé. Qu'est-ce que ça représente quand même de recevoir de tels prix? Est-ce qu'on se dit bon c'est bien, ou vraiment on est flatté? Oui, on ne fait pas ça pour ça, mais enfin on est flatté. Puis les prix de lecteur, c'est quand même quelque chose, c'est la consécration ultime. Non, il ne faut pas bouder son plaisir. Moi, on adore recevoir des prix, évidemment. Le Giono, oui, en plus Giono, c'est quelqu'un qui compte pour moi, évidemment. Pour quelle raison? Parce que j'ai l'impression qu'on creuse un peu le même sillon. Et on creuse le sillon de l'humain plus que de la région, parce qu'on parlait beaucoup de la Provence de Giono, mais c'était
de la Provence à travers Giono, mais c'était la Provence de Giono. C'est-à-dire que c'était sa propre mythologie qu'il déployait dans ses livres. Et la Provence n'avait pas beaucoup d'importance. Lui qui rêvait de vivre dans une ambiance pluvieuse, qui rêvait de vivre en Écosse, par exemple, ça fait sourire de le voir comme ça, qu'on lui attribue la défense de la Provence, etc. Non, c'est vraiment sur l'humain. C'est pour ça que j'aime autant des gens comme Giono, comme Simenon, c'est-à-dire dès que vous entrez dans le livre, vous entrez dans l'atmosphère de l'écrivain. Et vous êtes un peu en orbite autour de sa planète, et c'est assez fascinant, ces gens-là. Alors, le prix Giono, la définition, c'est qu'il est décerné au meilleur raconteur d'histoire. Finalement, c'est une belle définition, ça vous convient? Oui, je ne saurais pas me raconter, mais j'aime beaucoup raconter des histoires, évidemment, c'est-à-dire me détacher de moi, m'absenter. Pour moi, la définition du roman, c'est ça, du romancier, c'est de s'absenter, de disparaître et de laisser la place aux personnages. Alors justement, ces histoires, vos histoires, comment vous viennent-elles? Quelle est l'accroche? Je sais par exemple pour Buveur de vent, vous avez vu ce viaduc un jour en étant je crois, à la pêche avec votre fils. C'est comme ça que ça démarre, une histoire, C'est toujours un flash mental, toujours une espèce de quelque chose d'irrépressible. Et là, effectivement, c'était de me retrouver face à ce viaduc. Je n'étais pas retourné depuis 40 ans quand mon père m'y amenait à la pêche. Et ces flashs mentaux, ces images mentales enflamment quelque chose qui est issu de l'enfance, mais toujours, toujours. C'était le cas pour Grossir le ciel, pour Glaise, pour Plateau, toujours, toujours. Et à partir de là, il surgit une phrase. Une phrase, il y a une vision, une phrase, et c'est parti. Et on espère juste que ça aille au bout. Et alors les titres, j'ai vu aussi que vous trouvez le titre au début, c'est le titre qui vous guide. Il participe de l'écriture aussi du livre. Souvent, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Bon, Buveur de vent, c'était assez évident, puisque l'image, c'était ce viaduc et la vision assez étrange de voir 4 gamins suspendus à des cordes, mais par jeu. Mais par exemple, pour Né d'aucune femme, je savais que ça s'appelait Né d'aucune femme dès le début, mais je ne savais pas pourquoi. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Que vous écrivez sans le savoir. Ben oui, mais j'écris beaucoup quand j'écris pas, j'imagine. Et je crois beaucoup à cette gestation qui se fait sans qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que je pense que le livre, il s'écrit, je l'ai écrit pendant des années, celui-ci, peut-être pendant 40 ans, sauf qu'il fallait cette étincelle, cette vision, qui me permette de la mettre sur le papier, cette histoire-là. Mais c'est tellement fascinant le fait qu'une phrase en pousse une autre, alors que moi, il n'y avait rien de préétabli, que je me dis qu'il s'est forcément passé quelque chose avant. Et il y aura sûrement des histoires qui sont dans ma tête qui ne trouveront pas ce flash mental, cette étincelle, et qui ne s'écriront jamais, des livres qui ne s'écriront jamais. Je suis persuadé de ça. Vous avez besoin de ne pas savoir où vous allez. Par exemple, au début, il y a un cadavre dans ce livre, et on ne sait pas, vous-même, vous ne savez pas forcément qui c'est. Je ne savais pas qui il était, voilà. Moi. Quand la première scène, effectivement, c'est ce cadavre qui flotte sur la rivière, et puis des hommes tout autour, et je ne sais pas qui est ce cadavre, moi. Alors je ne voudrais pas écrire un livre dont je connaîtrais le début, le milieu, la fin. J'ai envie de me surprendre, de vivre des émotions qui ne sont pas prévues. Je n'ai pas envie de calibrer quoi que ce soit. C'est la surprise. Et quand je pose mon stylo et que je me relis le lendemain et que je me dis mais d'où ça sort et comment tu vas faire maintenant? Et voilà, le fait de se mettre à sa table de travail, c'est reparti. C'est-à-dire il se passe quelque chose qui fait que au moment où le principe physique est en place, le mental a déjà officié. L'acte d'écriture est très égoïste, dites-vous. Vous écrivez pour vous surprendre, en fait? Ah oui, je n'écris, je ne veux surtout pas penser au lecteur. Hein. Je trouverais ça quand même relativement, enfin pas sincère, quoi. Si je commençais à imaginer ce qui pourrait plaire au lecteur, je me dis mais j'ai l'ambition d'écrire des livres que je porte. Je les fabrique pas, je les porte.
peut-être qu'un jour, je ne porterai plus rien. Ça, c'est possible. C'est une angoisse qui commence à monter en moi. Je me dis, mais le jour où tu n'auras plus ces livres en toi, qu'est-ce que tu feras? Bon, j'espère que j'en ai encore quelques-uns. La première phrase est toujours très importante, elle donne le tempo. Je crois que c'est ce que me disait Bernard Werber, qui est chez Albin Michel aussi hier. Parlez ça de la première phrase, elle donne le rythme, le tempo. Fondamental. C'est fondamental, la première phrase, qui n'est pas forcément au début du livre. Par exemple, la première phrase que j'ai écrite là, dans ce livre-là, c'est « Quatre îles étaient », elle est au deuxième chapitre, au début du deuxième chapitre, mais n'empêche que c'est cette phrase-là qui permet l'écriture du livre, qui fait que, vous parliez de rythme, c'est exactement ça, une musicalité, un rythme particulier qui va donner une tonalité au livre singulière. Alors pour Buveur de vent, on parlait de l'inspiration est venue en voyant le viaduc. Par exemple, pour Grossir le ciel, qui est sur la Première Guerre mondiale, le héros Joseph, est-ce qu'il a été Glaise, inspiré par votre grand-père? Oui. Je suis en train de l'adapter en bande dessinée d'ailleurs, ce Glaise, donc je suis un peu replongé dedans. Mais c'est exactement ça. Quand je parlais de Flash Manteau, ma grand-mère m'avait donné le portrait en pied de mon arrière-grand-père, dans son bel uniforme. Et il est dans mon bureau et depuis 30 ans, je le regardais comme s'il avait quelque chose à me raconter, mais je ne savais pas quoi. Et à un moment donné, c'est parti. C'est devenu ce départ sur ce cheval, sur ce percheron. Et puis je voyais, c'est comme si j'y étais, enfin, comme j'assistais à la scène, je voyais disparaître la croupe du cheval, puis petit à petit Joseph, et c'était parti. L'écriture du livre est partie de là. Je ne savais pas du tout ce que je raconterais. Évidemment, ce n'est pas du tout l'histoire de mon arrière-grand-père. C'est une histoire de famille, de secrets, et puis de gens qui restent, de ceux qui ne partent pas à la guerre, donc les femmes, les enfants, etc. C'est l'histoire qui amène les personnages chez vous? Alors, c'est très intéressant, parce que jusque-là, ça a toujours été les personnages qui m'amenaient vers l'histoire. Sauf pour celui-ci, où il s'est passé quelque chose de différent, c'est que j'étais comme devant une scène, en fait, où l'histoire se racontait, et les personnages entraient en scène lorsqu'ils avaient un rôle à tenir. Ce qui fait que parfois, ils avaient un rôle très court, d'autres beaucoup plus long sur la durée. Et ils sortaient de scène sans me prévenir, il n'y avait pas de répétition, c'était assez bizarre. Mais c'est souvent, ce sont les personnages qui imposent l'histoire ou qui s'imposent à l'histoire. Vos personnages sont très travaillés. Ils sont là, donc je ne sais pas s'ils sont travaillés, mais ils sont là. Donc j'ai qu'à les suivre, j'ai qu'à accepter de les suivre où qu'ils aillent. Ça, c'est quelque chose aussi... il y a parfois des scènes dures, il y a parfois des scènes qui peuvent choquer. Parfois, on me le dit. Mais je me dis que si le personnage m'amène là, c'est qu'il y a une raison. Et je ne dois pas faire d'économie, je dois être sincère jusqu'au bout. Et quitte à être surpris. Je ne suis jamais choqué quand je me relis. Et quand on me dit, mais ça doit être dur d'écrire une scène pareille... parfois, j'ai dit non, c'est pas dur parce que ça procède de la même énergie. Toutes les scènes procèdent de la même énergie puisque moi je suis absent. Et donc c'est un engagement physique qui me coûte autant que ce soit la mort du père de Rose dans N'est d'aucune femme que l'amour que se portent ses 4 enfants, ses 3 frères et cette sœur. Voilà. Il y a une volonté aussi de vous intéresser aux taiseux, aux ruraux, aux oubliés. Pour quelle raison? C'est parce que vous-même, vous habitez en zone rurale, il y a... Je les pratique depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Et ça m'a toujours fasciné, ce monde-là, qui va à l'économie des mots et qui parle beaucoup en gestes. Ça a toujours été très compliqué de les traduire, j'allais dire, parce que c'est un peu ça. Et en fait, on se trompe beaucoup, parce que ce qui se dit n'est pas forcément ce qui est à entendre. Et souvent, ce qui se passe d'important, c'est ce qui se passe entre, c'est-à-dire les gestes, les regards, etc. Et j'en suis venu à les voir, tous ces gens-là, comme des poètes qui s'ignorent, et pas des poètes qui déclament des vers, mais des poètes par, justement, les gestes, par la façon de ne pas dire, la façon d'offrir quelque chose, etc. Et peut-être que aussi ce que je veux faire, c'est témoigner de ce monde-là qui disparaît, de ces, comme Marie-Hélène Lafay les appelle les derniers Indiens. Je trouve que c'est un peu ça. C'est un peu
J'ai toujours souvenir de ce projet de Edward Sheriff Curtis qui part pendant 25 ans photographier les derniers Indiens d'Amérique. Parce que voilà, ils disparaissent dans les réserves et il a ce projet, il part aux États-Unis, au Canada, etc. Et il leur rend une forme de dignité. Il ne les magnifie pas, il ne va pas à l'encontre de l'histoire, mais ils sont là, ils mettent leurs habits d'apparat, etc. Des figures dignes alors qu'ils sont en train de mourir dans des réserves. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, c'est de donner la parole, comme disait Jim Harrison, à des gens qui ne l'ont pas, qui ne peuvent pas l'avoir, qui n'ont pas les moyens de l'avoir, et puis de ce monde-là, de cette terre-là, la terre en général, qui est un lieu qui m'a... je suis encore ancré dedans, mes racines sont là, et peu importe, moi si j'ai aussi vécu en ville, si j'étais né dans une grande ville, mes forêts seraient des forêts de béton, mais les personnages, je ne suis pas sûr qu'ils soient très différents. Et justement, vous travaillez les personnages, vous travaillez aussi les paysages, vous allez sur le terrain, comment ça se passe? On trouve aussi des noms des lieux-dits, hein, si on fouille un peu partout, il y a des découvertes, des choses étonnantes quand on se promène comme ça. Oui, alors c'est beaucoup ancré aussi depuis toujours, mais il y a toujours quelque chose que vous attrapez comme ça quand vous vous promenez. Moi, je me promène beaucoup, je vis dans ces coins-là. Mais la grande force du romancier, c'est de pouvoir créer sa propre mythologie. Et donc là, j'ai vraiment créé ma propre mythologie avec ce livre-là, justement en mêlant parfois des noms américains, anglais, français, des lieux, une vallée perdue, etc. Mais pas parce que j'y réfléchissais, c'est parce que ça m'est arrivé comme ça. Vraiment, Joyce, il m'est arrivé comme ça. Renoir et son acolyte, Double, Joe et Snake, ces 4 enfants là au prénom d'évangéliste. Il n'y a pas de raison particulière, c'est ma propre mythologie qui est évidemment assise sur cette terre-là, environnée de ces arbres, de cette espèce de force qui fait que l'humain est intégré à la nature. Mais il n'est pas en surplomb, il est vraiment intégré à cette nature-là. Et la nature, c'est aussi vous êtes très sensible à sa préservation, à sa protection. Oui, cet environnement, Oui, j'y suis très, très sensible, même si je ne suis pas un militant, etc. Mais je fais ce que je peux à mon niveau pour essayer de préserver ce que je peux. Et oui, voir couper un arbre, ça m'est presque insupportable. C'est quelque chose qui m'est cher, très très cher. Et quand on voit justement depuis un an, on parle beaucoup de la ruralité, de retour à la nature, à la ruralité. C'est comme une petite revanche, non, de ces terres un peu oubliées aujourd'hui? J'en sais rien, je trouve qu'on les rattrape un petit peu. Quand je vois des forêts entières dévastées aujourd'hui autour de chez moi pour des raisons économiques et qu'on ne replante pas derrière, je me dis qu'il y a encore du boulot. En termes de conscience, mais enfin bon, on vit dans des endroits vraiment préservés, magnifiques. Enfin nous, en Limousin en particulier. Et quand je me promène un peu partout en France, je m'aperçois qu'il reste encore de l'espoir. Alors, on parlait beaucoup des États-Unis. Beaucoup de critiques parlaient d'un roman à l'américaine. C'est ce que finalement, c'est un beau compliment, c'est ce que vous vouliez faire, parce que vous aimez beaucoup la littérature. Alors, je ne voulais rien faire de particulier quand je commence l'écriture du livre, mais en l'occurrence, je suis imprégné de cette littérature-là, puisque c'est ma famille d'écrivains, les grands écrivains. Pour moi, ce sont les écrivains du sud des États-Unis, du début du XXe. C'est Thomas Wolfe, c'est Faulkner, c'est Steinbeck. Et donc, oui, je suis imprégné de ça. C'est la littérature des perdants, finalement, qui avait des choses à raconter. C'est marrant parce que dès qu'on monte, il y a beaucoup moins d'auteurs qui comptent, d'auteurs américains qui comptent. Donc, il y a quelque chose qui m'interroge de ce point de vue-là. Et voilà. C'est un secret de polichinelle de dire toute l'admiration que j'ai pour Faulkner, qui pour moi est le grand génie de la littérature, l'immense génie qui a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait
avant. Et puis aujourd'hui, un Cormac McCarthy qui a repris les rênes, qui commence à se faire vieux aussi, mais ouais, si je pouvais militer pour lui donner le Nobel, je le ferais. Voilà, quelque chose d'intéressant. Mais voilà, oui, donc probablement que ma mythologie qui s'est développée dans ce roman-là est très imprégnée de la mythologie américaine. Et puis il y a aussi ce truc-là qui parfois m'insupporte, de se dire... voilà, dès qu'un roman américain nous arrive, ça devient du nature writing, ça devient quelque chose de... Voilà, on trouve ça fabuleux, etc. Mais on peut écrire sur des personnages, sur des mêmes archétypes de personnages, sur des espaces alors, ce n'est pas les mêmes espaces, évidemment, mais dès que ça vient d'ailleurs, ça devient exotique, alors qu'il y a des auteurs... très importants aujourd'hui en France, qui écrivent sur nos grands espaces à nous, sur ces humains-là, et il faut les défendre. Est-ce que c'est votre roman le plus abouti ? C'est toujours le prochain. C'est vrai que chaque livre est finalement un échec, si ça nous permet d'aller vers un autre. Mais j'en suis très... vraiment, vous savez, on ne se dit pas, quand on a fini un livre, oh, c'est merveilleux, c'est la perfection, on est le plus beau. Je m'arrête quand je me dis, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je voulais le dire comme ça, maintenant tu arrêtes, c'est fini. Tu diras jamais tout dans un livre, et heureusement. Tu n'atteindras jamais la perfection, et heureusement. J'imagine qu'il y a une progression et que forcément le dernier livre est celui... j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Et j'en suis assez fier, ouais, de voir vers où ça s'est déployé, en fait. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et ces réponses, en fait, ces résonances qu'il y avait dans le livre-là qui m'ont vraiment interrogé. Alors j'ai retrouvé des... C'est peut-être aussi le plus exigeant en termes de référence. C'est un livre aussi sur la littérature. C'est-à-dire sur mes influences, il y a un personnage qui s'appelle Gobbo, par exemple, qui déclame du Shakespeare, et il y a plein de petits cailloux comme ça qui sont semés tout le long du livre. On peut retrouver, oui, parce que j'ai une interview, vous êtes un amoureux de la littérature, mais vraiment, c'est... On peut dire ça, oui. Ouais. On peut dire ça. Il n'y a pas une journée sans lecture, il n'y a pas une journée sans écriture, et j'adore discuter avec des copains, avec des libraires. C'est pour ça que les rencontres en librairie, je les aime autant. C'est que vous avez toujours un libraire à la fin de la rencontre, il dit « Tiens, lis ça ». Il vous met un bouquin dans le sac, vous ne connaissez pas l'auteur. Et voilà, j'ai découvert Roi Bastos comme ça, je lis Fils d'homme, je découvre L'ancêtre, il n'y a pas longtemps, de Juan José Saer, chef-d'œuvre. Je ne connais pas ça, et je me dis « Waouh ». C'est l'émerveillement, quoi, en fait. Voilà. Alors, visiblement, l'émerveillement fonctionne auprès des lecteurs. Hein. J'ai retrouvé quelques critiques de lecteurs. Il y a une Caroline qui dit « Il y a du souffle dans ces pages-là. Buveur de vent est un livre qui s'étale, qui s'installe, qui imprègne, qui dure, du pur Bouys dans toute sa splendeur. » Donc ça y est, on achète du Bouys, on lit du Bouys, et c'est une belle satisfaction de voir quand les lecteurs ressentent ça, finalement. L'ambition de tout romancier, c'est effectivement de raconter une histoire, mais de la raconter à sa façon, à sa manière. Et donc la langue, ça se travaille. Ça se travaille avec ses émotions, ça se travaille avec ses lectures, avec son vécu, mais ça se travaille énormément avec ses émotions. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle le style, finalement. Et ça, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit, on rentre dans le livre, on sait que c'est moi qui écris. Ça, ouais. Mais après, il ne faut pas faire l'économie de l'histoire. Il faut que tout ça se soit... Et c'est un boulot de dingue. Justement, ce travail, il y a eu 6 versions, je crois, retravaillées de A à Z de Buveur de vent. Comment ça se passe, justement ? C'est le tarif pour chaque livre, c'est le tarif minimum, 6 versions. Le plus, c'est Grossir le ciel, qui en a eu 9. C'est cette vieille leçon de Harry Crews, dans Des mules et des hommes, hein, qui dit... quand le livre est fini, il ne faut pas se mettre à bidouiller, essayer de rajouter des trucs, il faut reprendre depuis le début. Donc j'ai retenu ça, c'est-à-dire que la première version est écrite sur des cahiers, c'est tapé à l'ordinateur, j'imprime et j'ai la page imprimée à droite et une page blanche à gauche, et je réécris le livre autant de fois qu'il le faut, et il faut que jamais ça n'accroche.
à l'oreille. Et j'ai pas de gueuloir, mais par exemple les dialogues, je les enregistre et j'écoute. L'oreille, c'est quelque chose qui ne ment pas. Et ce qui fait que vous avez des livres qui font des fois 100, 200 pages de plus, et notamment il y a 3 à 4 fois plus de dialogues, et au bout du compte, il faut resserrer, 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 jusqu'à ce qu'il y ait juste l'essentiel. Il y a tellement de livres qui me sortent de la lecture par les dialogues. C'est-à-dire que quand la prose est écrite comme les dialogues, ou les dialogues sont écrits comme la prose, non, on ne parle pas comme ça. Donc il faut arriver à ajuster parfois la poésie d'une prose, les descriptions, etc., à une autre forme de poésie qui va aller plus vers la sécheresse, c'est-à-dire qu'elle est plus dans ce qui est dit, elle est dans ce qui se passe entre les répliques. Voilà. Et il ne faut jamais perdre ça, en fait. Et alors, vous êtes passé chez Albin Michel pour ce roman. Est-ce que justement, il y a eu un travail avec votre éditeur? Comment vous avez travaillé avec lui de changer comme ça dans une plus grande maison d'édition, on va dire? Est-ce que ça a eu une influence? Comment ça s'est passé avec Albin Michel? Le travail n'a pas été différent. Donc, je travaille avec Véronique Ovaldé, qui est mon éditrice. Mais j'amène un livre qui a tellement été travaillé que, au bout du compte, il n'y a jamais beaucoup de choses à revoir jusque-là. Il y a toujours des points très... Parce que faut dire aussi que j'ai 2 lecteurs avant ça, 2 premiers lecteurs, avec lesquels je travaille en général à partir de la 4e version. Qui sont Qui sont deux amis très chers. Ouais. Et qui sont sans concession. C'est-à-dire, c'est pas, je ne suis pas le plus beau, c'est plutôt le contraire. Donc, et ça, c'est important. Et donc, Véronique Ovaldé avait des points comme ça, elle a soulevé des points, et c'est toujours très judicieux, et donc je reprends en fonction de ces points-là. Mais il y a jamais, à la 6e version, il n'y a jamais beaucoup de choses très importantes. Donc ma façon de travailler, elle ne diffère pas. Dans celui que je suis en train d'écrire aujourd'hui, elle ne diffère pas, toujours pas. C'est ma façon de travailler. Je ne peux pas faire lire quelque chose de l'ordre du brouillon, ou même de l'ordre de commencer à faire lire quelque chose, 10 pages, 20 pages. Il faut que le livre soit là. Et le fait d'être passé chez Albin Michel, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a généré peut-être, je ne sais pas Peut-être un encadrement évidemment supérieur, c'est-à-dire attaché de presse, etc., quelque chose de plus encadré. Mais finalement, c'est la façon de travailler des gens charmants. Je n'ai pas l'impression de me retrouver dans une maison aussi grande, quoi. Tout se fait avec simplicité. Gilles Aéry, qui est à la tête aujourd'hui d'Albin Michel, est quelqu'un de charmant. Véronique Ovaldé, c'est un bonheur de travailler avec elle. Ça se fait en toute simplicité. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait, si ce n'est que peut-être que je me retrouve dans plus de librairies. La diffusion est sûrement plus importante, mais ça aussi, c'est lié à mon précédent roman qui a eu un certain succès. Mais je ne le vis pas très différemment. Vous parliez de votre prochain livre, vous en êtes où? C'est dans l'écriture, il y a déjà eu 2 versions. Est-ce que vos amis lecteurs ont déjà eu la primeur de quelques pages? Plus que ça, oui, parce que je suis à la 4e version, donc oui. Vous pouvez nous en dire plus sur ce roman ou ça reste... Non, ça je peux pas. Je peux pas. Je le fais jamais. Je vais pas commencer aujourd'hui. En tout cas, j'ai le titre, j'ai tout, comme d'habitude. Et c'est un livre sûrement assez surprenant. Je pourrais pas refaire le même livre. J'aurais pu aller à la facilité après Né d'aucune femme en écrivant Né d'aucune femme 2, un truc. La saison 2. Oui, un peu pareil. Et là, ça surprend les lecteurs, mais c'est pas dans le but de les surprendre, c'est que moi, je ne peux pas faire la même chose. Il faut que ça se déploie ailleurs. Dans quelques jours, vous serez aussi au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. C'est un festival que vous connaissez. Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans ce festival, avec des rencontres d'auteurs internationaux aussi? C'est ça, pouvoir rencontrer des gens que je lis ou que je lisais, c'est assez fascinant, oui, de pouvoir faire une rencontre. La dernière fois, je parlais de Thomas McGuane, de Stephenson, Ron Rash, Paul Lynch. Je fais une rencontre avec Serge Joncourt. Enfin voilà, on rencontre des gens. Et puis tout se fait, on a l'impression que c'est normal de rencontrer Thomas McGuane.
non, c'est pas normal, mais finalement, ça se fait comme si on était en famille. Et c'est vraiment un salon de rencontres. Et c'est ça qui, en tant qu'auteur, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire de discuter de nos univers qui ne sont pas si éloignés finalement, parce que si on va vers ces gens-là, c'est qu'il y a une raison. Et justement, dans les salons comme Lire à Limoges, alors moins cette année, mais est-ce que vous avez des lecteurs que vous revoyez d'année en année aussi, qui vous suivent depuis vos premiers romans? Ah oui, oui, complètement. Complètement, oui. Depuis le tout début, depuis les H, oui, oui. À chaque fois, il y a plein de lecteurs que je revois à cette occasion-là. Vous parliez d'un projet aussi de bande dessinée. Il y a aussi toujours un projet cinéma. Je crois que c'était pour Grossir le ciel, si je ne me trompe pas. On en est où? Parce que bon, il y a eu les derniers mois difficiles, mais... Ça y est, on a signé depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est Jean-François Richet qui va réaliser le film, donc le réalisateur des Mérines. C'est Why Not Production, la société de production. Donc c'est parti. C'est bien parti, on peut dire. Après, on ne sait jamais. Mais bon, c'est quand même du très sérieux. Et puis voilà, il y a 3 adaptations bande dessinée en cours. Il y a également une troupe de théâtre de Philippe Labonne et de Jean-Paul pardon, qu'il m'excuse, qui monte Glaise au théâtre actuellement. Ils font un travail extraordinaire. Extraordinaire. Jean-Paul Bernard. D'accord. Je suis allé voir quelques répétitions comme ça, et ils ont fait un boulot. Donc voilà, mais après, ce sont des... Alors la bande dessinée, je suis scénariste pour le coup, là. Mais tout ce qui est cinéma, théâtre, voilà, le livre ne m'appartient pas, je laisse le champ libre. Et justement, depuis un an, là, avec cette aventure Buveur de vent aussi, il ne vous appartient plus le livre à partir du moment où ça y est, il est publié. Est-ce que ça y est, il ne vous appartient plus, il est pour le lecteur, ou est-ce que vous vivez toujours avec? Non, ben, je suis dans un autre. Ouais. Mais évidemment qu'ils sont là, ces 4 gamins, le vieil Ellie, le vieux Long John Silver, ils sont là, évidemment. Et puis, ces personnages se répondent. Depuis Gus, dans Grossir le ciel, il y a des filiations, quoi. Ils font partie de la même famille. Mais il ne m'appartient plus. Et c'est toujours assez étonnant, une espèce de travail schizophrénique quand on se retrouve en rencontre où des lecteurs me parlent de Buveur de vent ou de N'est d'aucune femme, de Grossir le ciel, alors que je suis dans un autre livre. Et en fait, c'est eux qui m'apprennent des choses de mon livre. Vous m'avez dit aussi que vous êtes coordinateur éditorial, au conseil éditorial. En quoi ça consiste, ce rôle? Pourquoi l'avoir accepté? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, de libretto, je m'étais retrouvé là-bas et me retrouvé dans cette bibliothèque fascinante, à voir tout Jack London, etc. Et j'ai lu tous ces livres depuis 30-40 ans. Et puis, il m'avait proposé ça, des cartes blanches, quoi, de remettre en avant des bouquins qui ne sont plus forcément lus, etc. Et j'ai dit banco, pourquoi pas, travailler là-dessus. Et donc là, voilà, j'ai fait une préface pour L'homme incendié de Serge Filippini, un bouquin qui a 30 ans, qui est sur Giordano Bruno, cette figure du XVIe siècle qui vivait au temps de Shakespeare. Voilà, on va ressortir comme ça quelques bouquins et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, quoi. En tant que lecteur, de remettre en avant comme ça des textes. Très bien, merci beaucoup Franck Bouis. Donc je rappelle votre dernier roman Buveur de vent, publié donc chez Albin Michel, en attendant le suivant. Puis cet après-midi, vous serez chez Anecdote à la rencontre de vos lecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon séjour à Limoges.